Bonjour, vous écoutez Dans quelle étagère, le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en transition. Je suis Isabelle Vauconsant, journaliste, et je vous propose une information alternative qui prend son temps, cohérente, fondée et rigoureuse, engagée et ouverte sur des solutions concrètes. Je tends mon micro pour vous parce que ça craint pour la planète. On y va ? Pour un être conscient, exister consiste à changer. Changer, à se mûrir. Se mûrir, à se créer indéfiniment soi-même, selon Bergson, le philosophe. Noémie Calais et Clément Auzé, dans leur livre Plutôt nourrir, chez Tana Éditions, nous racontent comment ils ont bifurqué. Bonjour Clément, bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour. Qui commence à me raconter qui il est et pourquoi il est là ? Allez, c'est Noémie qui va Très commencer. bien, à mon tour. Bien, bonjour, moi je suis Noémie Calais, je suis actuellement éleveuse de porc noir bio en plein air dans le Gers. Et mon parcours est un petit peu atypique parce que j'ai commencé par Sciences Po Paris il y a quelques années. Je suis diplômée en affaires publiques et mon parcours professionnel m'a menée à Hong Kong puis à Londres où je travaillais dans un petit cabinet de conseil en développement international avec pour client principal la Commission européenne. Et des petits soucis de santé m'ont forcée et contrainte à quitter la ville. Je ne pouvais plus du tout vivre dans une grande ville et j'ai dû aller me mettre au vert. Et pour ce faire, je suis rentrée en France. Je suis allée me mettre à la campagne et là, j'ai réussi de mieux en mieux à retrouver mes fonctions cognitives, mes fonctions d'équilibre, d'orientation dans l'espace qui avaient été atteintes en ville. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me reconnecter à la terre, à remettre les mains dans la terre, puis à rencontrer l'animal, à travailler avec l'animal. Et le hasard m'a amenée dans le Gers. Et là, je suis tombée amoureuse des coteaux, des paysages et surtout des gens, du bien vivre qu'on y trouve et de la qualité des produits gastronomiques. Et j'y suis restée et je suis désormais agricultrice et éleveuse à temps plein. À toi. Et donc moi, c'est Clément. J'ai connu Noémie quand on faisait nos études, puisqu'on était tous les deux à Sciences Po, qu'on se connaissait de loin, mais sans avoir de relation forcément très proche. Moi ensuite, du coup, j'ai fait mes 5 ans d'études. J'ai travaillé pendant 3 ans dans des structures assez classiques dans le sens où elles étaient cohérentes avec ma formation. Mon dernier boulot avant de bifurquer, c'était dans la coopération internationale. Je travaillais en Mauritanie, dans l'aide au développement. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans de travail, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur mon travail justement, sur l'utilité de ce que je faisais, sur ma contribution au monde, disant est-ce que je me lève tous les matins pour faire advenir un monde que je considère plus juste, etc. Donc j'ai commencé à réfléchir, et puis après la Mauritanie, on m'a proposé de poursuivre, on m'a proposé des postes, et moi j'ai préféré faire un voyage d'1 an pour réfléchir un peu à ma vie. Voilà, donc ça a été une boucle terrestre en solitaire, etc., où j'ai commencé à reprendre ces questions qui m'habitaient, et aussi j'étais très libre, donc du coup je passais du temps à la ville, à la campagne. J'ai eu pas mal de contacts avec des peuples qui avaient un mode de vie très différent du mien, et tout ça, ça m'a fait réfléchir. Et en revenant de ce voyage-là, je me suis dit j'ai envie de m'installer à la campagne. Et il se trouve que dans le même temps, je développais une activité d'auteur, donc autour de la photo et de l'écriture. Et on m'a proposé un job pour aller couvrir un tour de France de l'agroécologie. Ça s'appelait le Ferme d'Avenir Tour. Et donc, je vous la fais courte, mais j'ai rencontré plein de paysans qui travaillaient donc en permaculture, en agroécologie, qui moi me paraissaient intéressants. Et par contre, j'ai vu que leur vie était hyper intense, qu'ils bossaient 80 heures par semaine, qu'ils n'arrivaient pas à se payer. Et donc moi qui avais un peu cette idée, je pense, un peu naïve au début, de me dire je vais combiner une activité agricole et puis artistique, là je me suis dit si je me lance en fait en tant que maraîcher, j'aurais pas le temps de faire le reste. Donc du coup, j'ai choisi de m'installer en collectif, en me disant on va mutualiser un certain nombre de tâches et je pourrais avoir la double activité que je recherche.
Donc pendant 3 ans et demi, j'ai vécu dans une ferme collective où moi j'étais à la fois auteur le matin et puis l'après-midi apprenti fermier. Moi je suis arrivé en 2018, pile au moment où Noémie s'installait dans son collectif fermier, donc c'était différent parce que nous c'était plutôt à viser d'autosuffisance. Noémie c'était réellement une activité de production. Mais donc on s'est recontacté à ce moment-là et moi j'avais gardé l'image de Noémie à Hong Kong, à Londres. J'imaginais une carrière assez brillante parce que je la connaissais d'avant, je savais que c'était une fille brillante. Quand elle m'a dit j'élève des cochons, je suis tombé des nues. On s'est revus comme ça m'a rendu curieux et je pense que c'est aussi comme ça qu'est né le projet du livre. Voilà. Alors, vous vous recontactez et vous vous dites comme ça, on va écrire un livre. Et pas vraiment. En fait, Clément avait déjà écrit son premier récit, qui était le récit de son retour à la Terre et de son expérience dans une ferme autosuffisante. Et l'éditrice de la société de la maison d'édition Tana lui a dit « Mais écoute, c'est super, mais pourquoi tu n'écrirais pas un nouveau récit, mais plutôt sur une ferme productive, plutôt avec un rapport à l'animal, et pourquoi pas avec un angle féminin ?» Et en fait, à chaque fois que Clément entendait parler de ces critères-là, il se disait « Mais voilà, ça correspond à Noémie, elle est ancrée dans son territoire, elle est dans de la production, elle a rejoint vraiment l'agriculture pure et dure, quoi. Même en tant que néo-rurale, elle a rejoint un modèle de production. » Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est recontacté au travers de ce projet et que toutes les étapes suivantes se sont mises en place. 1 an de reportage où Clément est venu me suivre au travers des saisons, puisque les 4 saisons en agriculture ont toutes leurs spécificités, leurs défis techniques et émotionnels. 1 an de recherche et 6 mois d'écriture à peu près. Et donc du coup, 1 an de reportage où le but c'était d'être en immersion totale. Donc on a fait l'élevage ensemble, on a fait, on était au milieu de la nuit ensemble pour la mise bas de la truie. On a été ensemble à la salle de découpe où on transforme les carcasses en produits qui sont commercialisés ensuite sur le marché. On a été au marché ensemble. On a beaucoup discuté aussi dans la vie privée, à l'endroit où tu habites, avec tes colocs. Enfin voilà, vraiment dans l'intimité, quoi. L'idée c'était ça, c'était de faire un reportage en immersion dans l'intimité pour comprendre ce que c'est que... Et je ne lui ai rien épargné, Clément. Je lui ai fait tenir la fourche, je lui ai fait tenir des outils, je lui ai demandé de se lever à la même heure que moi. On est allés ensemble à des heures pas possibles, à 5h du matin, dans le noir pour aller découper du cochon, rentrer dans cet environnement qui est froid, mettre la ventilation et se retrouver en fait dans un tunnel, là, dans ce frigo pendant 2 jours complets à abattre de la viande et à découper, à conditionner et à ne voir le bout de ce tunnel-là qu'après, le lendemain, à la sortie du marché. Donc Clément a vraiment été en immersion sur toutes les étapes et il a pu, en plus de le vivre dans sa chair, avoir ce regard extérieur, son œil de photographe également, parce qu'il m'a suivi partout avec un objectif et il a réussi à jongler entre les deux positions, à la fois dans ma vie en le faisant et en extérieur. Et c'est ce point de vue-là, je pense, qui est très intéressant dans le bouquin, parce qu'on l'a écrit à 4 mains. Et donc Clément a ce regard extérieur, il me questionne beaucoup aussi sur mon mode d'élevage, son impact écologique et la façon dont je le vis. Et moi j'apporte des morceaux de récits qui viennent de l'intérieur et qui viennent un peu percuter son regard plus distant, forcément plus distant qu'à l'extérieur. Bon, alors le sujet de la viande, c'est quand même un sujet très sensible, très polémique. C'est même un sujet de provocation continuelle. Moi, je vois ça dans mon entourage. À l'heure où le climat se dérègle d'une manière inquiétante, on remet très en cause notre consommation de viande. Et vous faites un truc sur l'élevage des cochons. Et comment ça vient chez des écolos, cette idée d'élevage des cochons ? C'est marrant parce que, en fait, ça c'est un épisode assez déterminant dans la phase de reportage qu'on a vécu ensemble, où à un moment on s'est presque engueulé en fait sur cette question-là. À savoir, moi je trouvais ça hyper intéressant de suivre Noémie, d'être dans son quotidien, de ressentir les choses, de voir qu'elle nourrissait des gens. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant, qu'elle avait un modèle aussi vertueux par rapport à ce qui se fait dans l'immense majorité de la production de viande en France. Mais j'avais quand même un espèce de questionnement moral au fin fond de moi, en me disant, ok, c'est chouette ce qu'elle fait, c'est du terroir, c'est paysan, elle vend local, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les conditions qu'on connaît, crise climatique, où on dit tous qu'il faut manger moins de viande, et moi j'en suis convaincu, et moi j'en mange quasiment pas, est-ce que finalement écrire un livre qui va parler de la viande, où il y aura forcément de la sympathie pour une éleveuse parce qu'on a aussi une relation d'amitié, enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose de moral ou pas, quoi ? Ou est-ce que en fait il est plus l'heure de faire la promotion de l'élevage, quoi ? Et donc j'en ai parlé un peu, ça s'est cristallisé autour d'une question, celle des céréales.
où en gros je lui disais quel est le rôle écologique de tes cochons si finalement ils mangent des céréales que pourraient manger directement des humains. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose, c'est-à-dire nourrir des gens à moindre coût écologique, en leur faisant manger directement les céréales et pas en transformant ces céréales en viande qui est finalement un produit de luxe. J'ai amené la question comme ça. Et moi, je me suis braquée. Voilà. Alors, je me suis braquée parce qu'en fait, 95% du porc qu'on mange actuellement en France est issu d'élevages conventionnels intensifs sur caillebotis qui sont élevés dans des conditions pas possibles, entassés les uns sur les autres, sur des vapeurs d'ammoniac. Vraiment, ce sont des conditions qui sont terribles et pour l'animal et pour l'humain qui y travaille et pour l'humain également qui va consommer ça derrière parce que c'est de la nourriture de qualité piètre, pauvre, qui a créé de la souffrance animale et humaine à toutes les étapes de sa production, de sa transformation, de sa commercialisation. Et donc moi j'ai eu envie de dire à Clément, mais enfin tu te trompes complètement de combat, ne viens pas taper sur les tout petits élevages paysans qui essayent d'être dans un équilibre entre l'animal et le végétal à l'échelle d'une ferme collective, à l'échelle d'un territoire, qui vendent à 20 km grand maximum de là où est produite cette viande, de là où est élevé cet animal, tu te trompes de combat. Et en fait, peu à peu, à la fin de l'année 2021, les coûts alimentaire pour les animaux, donc le coût du grain, a commencé à exploser. Le coût du pétrole également. Et là, toutes mes charges de production ont commencé à devenir difficilement tenables. Et je me suis dit, Clément a raison finalement de questionner ma dépendance au grain. Peut-être qu'en fait, j'ai un peu trop de cochons. Peut-être qu'à cause de ce nombre de cochons un tout petit peu trop important, pourtant j'en avais que 70, des cochons à l'engraissement, j'en avais pas 2000, comme les petits élevages intensifs qui émaillent le territoire du Gers. Je me suis dit, bah voilà, je suis quand même obligée de leur donner à manger un grain, qui peut-être effectivement pourrait être mangé par des humains, à moindre coût. Donc je vais changer mon modèle. Et je vais remettre le cochon dans sa place agronomique et historique. C'est-à-dire qu'un cochon, c'est censé être capable de manger ce que l'humain, précisément, ne peut pas manger. Il va manger le petit lait de la ferme collective, il va manger les légumes détériorés, les drèches issues de la fabrication des boissons végétales, de la brasserie d'à côté, etc. Et en fait, si je remets le cochon dans cette fonction-là, qui est d'absorber les déchets que l'humain ne valorise pas, eh bien là, mon cochon a à nouveau une utilité. Et son élevage redevient agronomiquement logique et moralement acceptable. Et il est vrai que la production de viande s'accompagne de l'acte de mort, et qu'après 3 ans, 4 ans d'élevage, j'ai commencé, moi, à avoir du mal à abattre de façon régulière, systématique, des animaux dont la seule finalité était de naître pour devenir de la viande, en fait. J'ai eu besoin, pour vivre moralement avec la mort de mon animal, que l'animal ait une autre fonction. Parler, page 138, l'un et l'autre, je ne sais plus lequel de vous deux, du coût de la viande. Et un peu plus loin, page 152, vous parlez des micro-fermes. Comment, en lien avec ce que vous venez de dire, on peut régler le fait d'avoir à nourrir une population, celui du coût de la viande, en humain, en animal, en ressources, en conséquences écologiques, en cessant l'intensif et l'ultra-intensif. Il y a plusieurs éléments de réponse, je pense, et la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est de réduire sa consommation de viande. Le Français moyen en mange beaucoup, beaucoup trop. On n'a pas besoin d'autant de viande dans nos régimes alimentaires, et surtout, si on accepte de regarder la pièce de viande qu'on a dans notre assiette, est-ce qu'on sait vraiment comment elle a été élevée, cette bête, comment ensuite elle a été abattue, comment elle a été découpée, quelles sont les conditions de vie de l'animal avant d'arriver dans notre assiette. Je pense qu'il est nécessaire et indispensable et urgent de manger moins de viande, d'en manger rarement, mais d'en manger de la bonne qui soit élevée dans un véritable équilibre entre ce que peut supporter un territoire et ce que peut supporter également un éleveur. Je pense que les petites fermes ont un rôle fondamental à jouer pour recréer un nouveau lien à l'animal, un nouveau lien à la viande, et ce sont peut-être des agriculteurs qui auront moins de viande à proposer sur l'étal. Il va falloir certainement, si on va vers ce modèle-là, que les consommateurs acceptent qu'il n'y en a pas souvent,
que historiquement les cochons on les abattait que pendant l'hiver, et que c'est une viande qu'on peut conserver pour la manger à toute petite dose tout au long de l'année. Mais cette espèce d'abondance d'une viande pas chère, en grande quantité, elle dérive nécessairement de l'industrialisation de nos pratiques agricoles. Donc si on veut arrêter de manger de la viande issue d'animaux qui ont été entassés toute leur vie, il faut accepter d'en manger moins et accepter d'en manger de la bonne qui nécessairement sera aussi un peu plus chère. Ouais, moi je complète en disant que le coût de la viande qu'on voit dans les étals de supermarché, il ne reflète pas le coût réel en fait. Il y a un coût environnemental qui n'est pas du tout pris en compte. Et c'est encore une fois de la viande qui est produite dans un système industriel qui est voué à cesser parce qu'il a une grande dépendance aux énergies fossiles. Il a un impact aussi sur l'environnement, sur les matières, qui fait qu'en fait il n'est pas durable du tout, quoi. Si on dit qu'on est dans une société qui n'est pas durable, c'est pour toutes ces raisons-là qui sont y compris physiques. Ça ne reflète pas le coût de la viande, non, c'est demandé dans le livre. Est-ce qu'on est en train de développer un point de vue un peu bobo écolo? Finalement, est-ce que les chaînes de supermarchés démocratisent la viande? Moi, je pense pas. Je pense qu'ils démocratisent quelque chose qui est profondément nocif, qui est pas bon nutritivement pour les gens qui le mangent. Démocratiser la merde, c'est pas quelque chose de vertueux. Faut appeler un chat au bout d'un moment, je pense. Et donc, ça reflète pas le vrai coût de la viande. Et on s'est dit aussi, très bien, donc on va dans le livre parler de ce modèle de micro-ferme, de petits élevages, etc. Mais dans le fond, donc on a pris la ferme collective Où est Noémie, donc il y a des maraîchers de l'élevage. Il y a aussi des gens qui font du fromage, du yaourt. Et on s'est dit, donc c'est une ferme avec plusieurs ateliers qui nourrit, alors je sais pas, selon les ateliers, c'est peut-être une centaine de personnes. Une centaine de foyers, voilà. Et on s'est dit, et s'il y avait que ces fermes-là en France, est-ce qu'on pourrait s'alimenter? Là, on a commencé à se lancer dans les calculs agronomiques et tout, qui moi me dépassaient. Et j'ai trouvé un super outil sur Internet, et j'en parle un petit peu dans le livre, qui s'appelle Parcelle. Ça a été développé par l'INRAE, CNRS, on est des gens assez sérieux, quoi, et qui en gros essaye de visualiser pour une assiette type de quelle surface agricole on aurait besoin. D'ailleurs, on prend le régime du français moyen, il y a besoin de tant d'espace pour mettre les animaux, de tant de culture de céréales pour les nourrir, de tant de culture de céréales pour nourrir la personne, les légumes, les fruits, etc. Et on peut faire aussi l'inverse. On part d'un territoire, donc là moi j'ai pris la France métropolitaine, et on voit combien est-ce qu'on pourrait nourrir de personnes avec ce territoire-là. Aujourd'hui, si on avait le même régime alimentaire, donc c'est-à-dire avec pas mal de viande, la France métropolitaine ne suffirait pas à nourrir la population française. Je rajoute que l'hypothèse, c'est qu'on relocalise toute la production, on ne dépend plus des exportations, des importations, on produit tout en France, et on produit tout en agriculture biologique. Donc ça veut dire qu'on a aussi des rendements qui baissent. Et par contre, ce qui était intéressant dans cette approche-là, c'est que, en fait, si on réduit d'un quart ou encore plus de 50% notre consommation de viande, ça tient. C'est-à-dire qu'on a assez de terres agricoles pour nourrir l'ensemble des Français et qui nous en resterait même pour faire autre chose ou pour participer à la solidarité internationale quand il y a des crises alimentaires, quoi. Donc oui, c'est possible. Moi, c'était vraiment une découverte, en fait, parce que je partais en me disant cette agriculture-là, elle est mieux parce qu'elle est durable, mais est-ce que dans le fond, on pourrait nourrir tout le monde? Et donc la réponse est oui. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que la réponse est oui, on pourrait se nourrir avec des fermes plus petites, avec des circuits courts, etc. Et j'irai plus loin, je dirais que c'est en fait la seule façon de nourrir, puisque si on dit le système agro-industriel dépend trop des fossiles, fait trop de pollution, etc., c'est-à-dire que ça, c'est pas durable. Donc je pense qu'il faut complètement renverser le spectre et poser la question, mais est-ce que votre truc, ça peut durer longtemps? Et en fait, je pense que quelques dizaines d'années, pas plus. Oui, et puis si on veut, à l'horizon 2050, il y a des études de l'IDRI qui sont sorties il y a quelques années, qui disaient, mais est-ce qu'on peut se passer des pesticides et des intrants de synthèse? Comment le faire? Et bien la réponse, c'est en revenant à des modèles de polyculture élevage, en remettant les animaux en nombre équilibré, encore une fois, au sein de nos fermes. On a besoin des ruminants pour aller valoriser les prairies qui sont très difficiles à travailler par des machines humaines, ou parfois même qui agronomiquement ne peuvent pas être retournées ou travaillées par nous. Les ruminants vont aller valoriser cette herbe, cette cellulose, et nous, on va pouvoir se nourrir de ces protéines animales derrière, mais encore une fois, tout est question d'équilibre. Quant aux cochons et à la volaille, dans cette étude, il est montré qu'il fallait réduire la consommation d'environ 60 à 65%, parce que ce sont en effet des productions qui rentrent en concurrence avec l'alimentation humaine, avec le grain que nous, humains, nous pourrions consommer. Donc la réponse, c'est bien sûr continuer à travailler avec les animaux, mais en repensant notre système et en réduisant
en arrêtant l'intensif évidemment et en réduisant fortement le nombre d'animaux dans nos territoires. J'ai un autre concept que j'ai bien aimé. Vous parlez de l'animal enfant et de l'animal matière. Qui m'explique ça? Alors, c'est pas de nous, c'est de Charles Stepanov. Donc ça, c'est une autre lecture qu'on a eue là pour justement nourrir un peu le fond du livre. Et il dit qu'en fait, aujourd'hui, dans notre conception, je dirais, occidentale de l'animal, il y a deux facettes. Il y a l'animal enfant qui correspondrait à l'animal de compagnie, qu'on a chez soi, dont on prend soin, qu'on protège, qu'on toilette, etc. Donc il y a une relation presque de parent-enfant, c'est pour ça qu'on dit l'animal enfant. Et après l'animal matière, qui est l'animal qu'on ne voit pas, qui est l'animal qui fait de la viande, qui fait des protéines, qui est dans des systèmes d'élevage intensifs, industrialisés, etc. Et il dit qu'en fait, ces deux facettes, ces deux approches de l'animal, c'est en fait les deux faces d'une même pièce. Ça marche ensemble. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple de lien, les croquettes, en général, les croquettes qu'on donne à nos chiens, à nos chats, il y a peut-être des croquettes véganes, je ne sais pas si ça existe, à mon avis c'est assez marginal, mais les croquettes qu'on achète, elles sont produites à partir de résidus de production de viande intensive, des parties qui ne sont pas commercialisables, en gros qui sont broyées, et ensuite qui sont redonnées aux animaux. Donc là c'est un premier lien. Il dit aussi Stepanov que dans un coin de notre esprit, on a le fait qu'on fait subir aux animaux des choses vraiment horribles, et donc du coup on compenserait par des attentions assez excessives, et ça ce serait finalement aussi une façon de compenser ce que indirectement on fait subir à la grande majorité des animaux, quoi. Il y a des mots qui sont flagrants pour montrer tout ça, c'est qu'en élevage intensif, on va parler des animaux comme étant du minerai. Sur la table de boucherie, les bouchers, ils n'achètent pas parfois des pièces, ils achètent du minerai. Et ça, c'est une conception très extractiviste, en fait, de l'agriculture et de l'élevage. Et moi, je m'aligne avec ce que dit la sociologue Jocelyne Porcher là-dessus, on ne devrait pas appeler élevage des exploitations intensives qui utilisent l'animal comme étant simplement une ressource, une matière, et qui l'exploitent de cette manière-là en niant complètement la sensibilité animale et ce rapport individuel qui forge notre relation d'élevage depuis des millénaires. C'est ça qui est très important, je trouve, dans nos petits élevages, c'est qu'on remet cette composante de soin. En fait, le soin qu'on peut donner à des animaux de compagnie, en fait, c'est le même genre de soin qu'on va apporter à nos animaux d'élevage, avec une composante en plus, c'est que c'est l'animal avec lequel on travaille. On va passer nos journées avec, et comme c'est notre travail, on va aussi avoir notre revenu qui va dépendre de cette relation avec lui. Et dans le cadre des animaux de boucherie, évidemment, cette relation, elle passe par l'acte de mort. Donc ça, c'est toujours un peu insoluble comme équation, sauf à reconsidérer la mort comme étant le corollaire d'une autre fonction que peut avoir l'animal sur nos fermes. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que toi, tu as appris la découpe, la boucherie ? Ah oui, absolument. Moi, mon objectif, c'était de faire toutes les étapes qui allaient de la naissance du porcelet jusqu'à la vente de la viande à mes clients. Et il y a plusieurs visées là-dedans, en plus d'apprendre et de perpétuer des savoir-faire qui sont en train de s'étioler de génération en génération. Les recettes, les savoir-faire paysans sont en train de mourir à mesure que les anciens meurent dans nos villages. Qui sait encore tuer le cochon ? Qui connaît encore ses gestes ? C'est en train de se perdre. Donc moi, j'avais envie de garder ces savoir-faire-là et de les perpétuer un peu à ma manière. Et j'avais également à cœur de ne pas déléguer le sale boulot à d'autres personnes. C'est-à-dire que dans les élevages industriels, vous allez avoir généralement les gestionnaires qui vont prendre toutes les décisions. Par contre, qui va aller travailler dans cette odeur d'ammoniac toute la journée ? Qui va passer le Karcher pendant des heures durant dans des bâtiments couverts d'excréments ? Qui va faire tout ça ? Qui va abattre à la chaîne ? Qui va découper à la chaîne dans des usines, sur des chaînes de production, à découper une épaule toute la journée pendant des heures ? À chaque fois, on délègue cette tâche-là à d'autres personnes. Et je pense que ça crée de la précarité, de la paupérisation et une explosion entre métiers valorisants et métiers sous-valorisés dans notre société. Et je pense qu'il est très important de se reconnecter au vrai coût de la viande. On en parlait tout à l'heure. Il y a le coût économique, mais il y a aussi le coût émotionnel de la mort. Il faut savoir le faire soi-même. C'est très important pour manger de la viande en conscience. Ça, j'en suis persuadée.
Et ensuite, il y a le coût social. Il y a des tâches qui sont plus agréables que d'autres. Et en fait, il faut être capable de faire les tâches les plus dures, les plus lourdes, les plus techniques, les plus physiques, les plus pénibles, pour bien savoir ce qu'on mange à la fin. À quoi ça sert l'élevage ? Eh bien, tout à l'heure, on y a un petit peu répondu en remettant l'animal au cœur de son rôle agronomique. De dire l'animal, il peut avoir plusieurs fonctions sur une ferme. Le cochon, historiquement, c'est la poubelle. Il va manger ce que les autres ateliers de production, ce que les autres activités agricoles ne peuvent pas valoriser, ne peuvent pas faire valoriser par des humains. Donc le cochon va manger des déchets. La poule, de même, va manger les déchets, les épluchures, toutes ces choses-là, et transformer tout ça en œuf et en chair. Les ruminants vont aller valoriser l'herbe, pâturer, nous donner du lait. Encore une fois, l'élevage nous sert à avoir un fonctionnement agricole équilibré, à condition, encore une fois, qu'il n'y ait jamais de débordement d'une partie ou d'une autre. Oui, je dirais pour résumer que l'élevage, c'est fait pour nous nourrir. L'élevage, il apporte une expérience d'altérité. C'est-à-dire qu'à travers la relation de travail à l'animal, on va se reconnecter à tout un monde qui est non humain, qui est différent. Mais du coup, c'est une espèce de fenêtre sur notre environnement. Je pense que ça, c'est très important aussi de travailler avec des êtres qui sont d'autres espèces. En fait, on est confronté à des choses qui sont non humaines et qui échappent aux logiques humaines. Et en fait, ça nous remet aussi à notre place, je pense, de pouvoir travailler avec l'animal comme ça. Et oui, ça nous pousse à ouvrir de nouvelles portes de sensibilité, d'intuition dans le rapport à l'animal. Il y a beaucoup de respect, d'écoute, d'empathie qui se crée si on veut avoir une relation de travail qui soit saine, qui soit belle avec son animal. Ça nous met aussi en confrontation avec la vie, la naissance, véritablement. Quand on donne naissance à un autre être vivant, c'est proprement fascinant et ça ouvre en soi des nouvelles portes de sensibilité, de compréhension. Et ça nous met aussi face à notre propre mort, parce que la mort, soit nous, on la donne en conscience, soit elle intervient. Elle intervient sur l'élevage. Elle intervient de manière accidentelle, elle intervient au moment des mort-nés, où l'animal meurt de vieillesse, où l'animal souffre, et il faut à ce moment-là abréger sa vie, c'est notre responsabilité en tant qu'éleveur. On ne laisse pas souffrir un animal, ça ce n'est pas moralement acceptable. Donc en travaillant avec l'animal, on se reconnecte à cette problématique philosophique fondamentale qui est celle de notre propre sensibilité au vivant et à notre mort. Parle-moi du syndrome de Pocahontas. Le syndrome de Pocahontas, c'est une formule que j'ai trouvée en parlant avec ma colocataire sur cette relation très ambivalente que je peux avoir, et je ne suis pas la seule, à la campagne on est nombreux à la ressentir, quand les amis de la ville viennent nous voir, ils s'immergent avec nous dans notre vie agricole pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils vont travailler avec nous, ressentir ce que l'on ressent, on va créer des liens très forts, parce qu'à la campagne, on n'a pas le temps pour les faux semblants. On travaille ensemble, on charbonne, et il y a des relations très très fortes qui se créent. Et les amis vont venir avec nous comprendre un peu quelle est la difficulté de ce métier agricole. Ils vont se retrouver confrontés à ce que vit la paysannerie, à nos difficultés à produire, à exister, cette difficulté aussi face à des normes qui sont injustes. Et en fait, quand leur séjour est fini, puisque pour eux c'était des vacances actives, mais des vacances quand même, ils retournent en ville. Et là, ça y est, la parenthèse se referme et ils recommencent à consommer de la même manière qu'avant. Et moi, je me dis, mais c'est dur à vivre, en fait. C'est vraiment dur à vivre. C'est comme si c'était John Smith qui était venu voir Pocahontas dans sa forêt. Il adore ce qu'il voit, il adore la forêt, il aime Pocahontas, il aime tout ça. Il se laisse absorber par la nature, mais par contre, après, il retourne à Londres et il retourne chez les colonialistes. Et il continue à consommer de la même manière qu'avant. Et moi, je me dis, mais comment on peut, quand on a vu et ressenti dans sa chair ce travail agricole, comment on peut continuer à manger des biens issus de l'agro-industrie derrière, quand on sait que c'est en train de tuer à petit feu la paysannerie. C'est un sacré dilemme et un écueil que j'ai beaucoup de mal à aborder de façon saine et apaisée. Je comprends. Tu parles du choix du métier manuel, et ça fait le lien avec ce que tu dis juste avant, et de la relation au corps. C'est-à-dire, est-ce que tu crois que les gens, ils oublient ça aussi en partant ? Je pense que les gens qui viennent me voir sont souvent étonnés par la difficulté physique du métier agricole.
ça les perturbe, je leur mets dans les mains des fourches, des couteaux, toutes ces choses-là. Il faut quand même une certaine force physique, une endurance. Et généralement, pour eux, c'est surprenant. Et le temps que leur corps s'y mette, effectivement, ils repartent en ville et pour eux, la page se tourne. Mais pour nous, les paysans, c'est pas juste une parenthèse. Cette vie-là, ce rapport au corps, ce corps à corps avec l'animal, avec l'élément, avec la tempête parfois, avec tout ça, c'est quelque chose qu'on va vivre jour après jour, saison après saison, généralement sans répit, ou avec un tout petit peu de repos certains jours quand on arrive à se faire remplacer, mais c'est quand même quelque chose qu'on va traîner de saison en saison. Et c'est à ce moment-là que l'usure peut intervenir, et il est difficile, je trouve, de parler de cette usure à des personnes qui ne l'ont pas vécue fondamentalement dans leur chair. Il t'a fallu combien de temps à toi pour que ton corps se forge? Mon corps a beaucoup changé dans les premières années de ma vie à la campagne. Et je me suis formée entre 2 et 3 ans où j'ai pu aller à mon rythme, peu à peu commencer à faire tous ces gestes agricoles. Donc je pense qu'il aura bien fallu 2 années pour que mon corps redevienne endurant, se muscle, se forge. Et ça n'est pas fini. Le corps continue en permanence à s'adapter. Après, le corps a ses limites. Il y a eu des phases où j'ai été proche de tendinite, où je sentais que mon bras droit, c'est le bras qui porte les seaux, qui tient le couteau, qui tend la viande également au marché. En fait, quand ce bras droit commence à affaiblir, on est un peu sur une ligne rouge et on sait là en tant que paysan que si ce bras qui est notre outil de travail vient à nous lâcher, eh bien, on va se retrouver privé de travail, de moyens de subsistance et sacrément embêté. Donc on a vraiment un lien au corps qui est tout à fait particulier, c'est notre outil de travail et on doit le préserver tout en l'utilisant chaque jour. Il y a un autre truc qui m'a interpellée, page 32, l'objectif de n'être plus prolétaire. Quand on sort de Sciences Po, c'est vrai qu'on ne se vit pas comme prolétaire, hein, et ça marchait comment dans ta tête ça, n'être plus prolétaire? En fait, il y a dans le milieu agricole cette indépendance. On est certes soumis à des tas de contraintes, à des tas de normes, on est administré, mais en revanche, on est indépendant, on est entrepreneur et on a ce choix de notre propre vie quotidienne, de notre emploi du temps. Alors certes, les animaux, c'est tous les jours, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contraintes, évidemment, mais en revanche, on peut faire nos propres choix éthiques et s'y conformer sans avoir besoin de rendre compte à un patron, à des tas d'autres instances. On a cette indépendance vraiment qui nous lie. C'est comme par exemple les vignerons indépendants. Moi je trouve ça très beau de voir qu'ils ont toute latitude, toute liberté sur leurs parcelles, dans leurs vignes, pour essayer, expérimenter, avoir ce rapport très personnel au vivant, à la culture. Moi je l'ai aussi, ce rapport très personnel avec mes animaux. Personne ne me dit comment les élever. Je choisis, je vois, j'observe, j'exerce mon intuition. Et c'est ça qui va me permettre chaque jour de faire ce que je souhaite. Sans autre cahier des charges, on va dire, que le bio, mais qui pour moi est une évidence dans ma façon de travailler, puisque je ne voulais pas de produits chimiques ou d'intrants de synthèse. Vraiment, on a cette liberté de notre relation au vivant et de notre usage du temps. Que dire aujourd'hui du projet de l'industrie agroalimentaire qui veut des paysans ouvriers, pour le coup déconnectés de la terre? Aujourd'hui, on a Hectare, l'école de Xavier Niel, contre Saltus Campus, qui est le premier lycée agroécologique de France qui a ouvert ses portes là en septembre, qui est le projet de Valentine de Gannet. C'est quoi la paysannerie de demain? Qu'est-ce que disent ceux qui sont déjà sur place? Comment ça bouge le monde paysan? Je pense que là, de ce que j'ai compris, on est à une espèce d'intersection où en fait on a une population agricole qui est, je crois qu'il représente moins de 2% de la population active. 1,5%. On a, je sais plus, je crois que c'est la moitié des paysans qui ont plus de 50 ans, qui partent à la retraite dans 10 ans. Enfin bref, on a un problème en fait. 1 sur 4 est remplacé uniquement. Je te complète là-dessus, c'est un chiffre vraiment important. Ouais. Un paysan sur 4 à la retraite est remplacé uniquement. On est 400 000 actuellement. Ouais. Et si on n'inverse pas la tendance, dans 10 ans, on sera 200 000. Voilà, donc il y a une vraie question en fait sur qui va nous nourrir. Et donc il y a une intersection. On a d'un côté les Xavier Niel qui nous disent vous inquiétez pas, le manque de main d'œuvre, on va mettre des drones, on fera de l'agriculture robotisée, numérisée, des sélections génétiques
je ne sais quoi. Donc c'est en gros du technosolutionnisme où on se dit on va compenser par... alors après je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va trouver l'énergie, les matériaux. On vit dans un monde fini, hein. Je pense que ça c'est une donnée qui a tendance à être oubliée par ces gens-là qui sont fascinés, je pense, par les paillettes et la poudre du monde des startups, du progrès. C'est pas tout un... Je pense que c'est quelque chose... L'argent aussi, ouais, bien sûr. Mais je pense que ils sont dans l'ordre d'une croyance quasi religieuse. Je pense qu'on va pouvoir tout solutionner. Et ça fait beaucoup plus rêver, je pense, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, de se dire qu'on va, grâce à la technologie, trouver des solutions. Et donc l'autre choix, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas de solution magique. Et il faut une relève paysanne pour pouvoir revenir à des systèmes de production qui sont durables. Voilà. Et donc là, on est là. Et je pense que le problème, c'est que ce mirage technologique, il capte beaucoup de gens, beaucoup d'énergie, beaucoup de capitaux. Mais en réalité, c'est un truc qui est hyper dangereux parce que là, on va aller de plus en plus loin dans ce qu'on pourrait appeler l'ubérisation de la production agricole. Il se passe un truc en Ukraine, problème de céréales. Quelle est la réaction du pouvoir? C'est pas on va mettre en place une agriculture plus durable et retrouver de la résilience alimentaire. C'est on fait sauter les verrous sur l'épandage de pesticides, tous les champs qui sont en jachère, on les met en production. En fait, c'est des gens qui n'ont pas compris les enjeux agronomiques. Donc là, c'est quelque chose qui va peut-être marcher quelques années. On va continuer à artificiellement maintenir une production agricole. Mais après, il va y avoir une chute terrible qui va entraîner, je pense, souffrance, violence. Donc il y a cette route qui a l'air très belle, mais qui en fait arrive sur une falaise. Et il y en a qui foncent sur cette route-là. Elle crée des dépendances. Elle crée des dépendances. Cette croyance en le progrès, c'est ce qui a été vendu par les politiques agricoles depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été le progrès, ça va être les gros tracteurs, le progrès, ça va être des plus grands champs, le progrès, ça va être les pesticides, les intrants de synthèse. Et en fait, est-ce que ça marche? Non, toujours pas. On n'arrive toujours pas à nourrir correctement les gens. Il y a 7 millions de personnes en France qui dépendent de l'aide alimentaire. Combien d'autres personnes qui sont nourries avec une nourriture de basse qualité? C'est un système qui ne marche pas. Et pour la santé humaine, pour la nature, pour la qualité des sols, l'érosion, c'est assez catastrophique. Et là, on nous vend une nouvelle solution artificielle de technologie qui va accroître les dépendances des paysans qui se lanceront là-dedans parce qu'ils vont se retrouver endettés, comme tout ce qui s'est passé tout au long du XXe siècle, par des technologies qu'ils ne maîtrisent pas. Quand ça tombe en panne, qui sait réparer ça? Eh bien, très peu de personnes. L'agriculteur n'est plus indépendant du tout. Et c'est vraiment un écueil, un mirage qui peut en plus avoir des conséquences d'accroissement des inégalités parce qu'il faut toujours regarder qui possède ces technologies, qui possède le capital de départ, qui va s'enrichir avec ça. Est-ce qu'on est en train d'enrichir les populations locales? Est-ce qu'on est en train de bien répartir la richesse dans notre société? Ou est-ce qu'on est en train de complètement, cette fois-ci, paupériser certaines personnes en les mettant en dépendance et d'enrichir juste une fraction de personnes qui se sont engouffrées là-dedans au bon moment économique, au bon moment du business. Tu as suivi une formation pour être agricultrice, c'est impératif. Qu'est-ce qu'on enseigne là? Alors moi j'ai suivi un BPREA, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. J'aurais pu ne pas le faire, mais ce diplôme donne droit à ce qu'on appelle la capacité agricole, qui nous permet ensuite d'avoir un certain nombre de subventions et d'aides à l'installation, notamment la fameuse dotation jeune agriculteur, la DJA. Alors ce qu'on nous enseigne dans cette formation-là, ça va être l'agronomie, donc on va nous enseigner la base de la compréhension du sol, on va nous enseigner en fonction des options qu'on choisit, la taille des arbres fruitiers, la conduite de tracteurs et la comptabilité agricole. Et en fait, c'est tout un monde qui m'a un peu surprise quand j'y suis rentrée, parce qu'il y a tout un jargon qui va avec. Tout le monde parle ce jargon agricole, il y a énormément d'intermédiaires, en fait, dans le milieu agricole. Il y a les banques, il y a les assurances, il y a la MSA, la SAFER.
Et c'est tout un jeu d'acronymes qu'il faut maîtriser si on veut derrière pouvoir s'installer et trouver un petit peu son chemin. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'on nous apprend certains modèles agricoles qui rentrent dans des logiques de production. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée en BPREA en voulant faire un tout petit projet. Un peu de légumes et puis un peu d'animaux à côté. En me disant, l'animal, de toute manière, c'est en plus, c'est superflu, la viande, faut pas trop en manger, donc je vais en faire très peu. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, en BPREA, on apprend qu'il faut avoir un business plan qui tienne la route, un EBE qui nous permette de dégager un revenu, une marge de sécurité, etc. Et puis là, on va commencer à faire des modèles économiques, des prévisions, et à essayer de mettre en place un système d'assez gros, d'assez robuste et d'assez costaud pour dégager des économies d'échelle et pouvoir en vivre. Donc moi qui voulais en fait 10 cochons à l'origine, je me suis retrouvée à mettre en place un business plan pour faire 80 cochons à l'engraissement, 6 truies, et donc en fait j'étais en train, sans vraiment m'en rendre compte, de m'enchaîner à une dynamique de production. Et à un emploi du temps sacrément chargé. Est-ce qu'on apprend à cultiver ou à élever de façon saine et propre ? Le BPREA que j'ai suivi, comme il n'y avait pas d'option élevage proposée dans le Gers, il y avait de l'élevage avicole, mais plutôt de modèle avicole où on élève beaucoup d'animaux à la fois, ça ne m'intéressait pas. Il n'y avait pas d'élevage de cochons, ça n'existait pas. Donc j'ai choisi d'apprendre le maraîchage, et pour le coup, la formation n'était axée que sur le maraîchage bio. Donc on nous apprenait le maraîchage sans intrants de synthèse, avec le respect du sol vivant, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bien, très en avance, et on allait quand même dans le fond du sujet sur le fonctionnement du sol. Donc ça, c'était très bien. Très très bien. En revanche, on n'apprend pas grand-chose en élevage. Donc en fait, comme il n'y avait pas de cours sur l'élevage, je suis allée me former moi à côté. J'ai fait beaucoup de stages et beaucoup d'expériences de terrain pour aller dans les élevages qui m'intéressaient, et également pour aller me former en intensif. J'ai eu la chance de rencontrer une éleveuse qui était un peu sur la fin de sa carrière et qui m'a ouvert les portes de son élevage intensif et qui m'a appris à travailler à sa manière. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'animaux chez elle que j'ai pu faire ces gestes techniques que je n'aurais pas pu faire dans des tout petits élevages où ces gestes ne sont pas délégués. J'ai appris à castrer les petits cochons, j'ai appris à fouiller des truies, j'ai appris à faire des piqûres, trop de piqûres à mon goût, mais au moins si je dois en faire une sur mon élevage de façon très occasionnelle et très ciblée, je sais le faire sans aucune peur, sans aucune crainte, parce que je maîtrise ces gestes-là. Dans le cadre de ta formation en boucherie, tu parles, page 30, du virilisme. À l'époque où Sandrine Rousseau s'exprime fortement sur le sujet et où elle soulève la ire d'un certain nombre de gens, tu écris, toi, je ne me suis jamais revendiquée comme féministe, mais quand même le virilisme... Absolument. Oui, je me suis jamais revendiquée comme féministe, mais je vis le féminisme au quotidien à ma manière. Donc je ne sais pas si c'est une étiquette qu'il faut me coller dessus, mais en tout cas, chaque jour, je pratique un métier d'homme. La boucherie, c'est fondamentalement un environnement masculin. Lorsque je suis allée me former à Aurillac, qui, soit dit en passant, propose une formation d'une qualité extraordinaire, qui vous apprend à travailler sans conservateur, dans un respect du produit agricole, superbe, enfin, vraiment la qualité, la formation est de qualité. Mais je me suis quand même retrouvée confrontée à une formation où il y avait que des hommes autour de moi et un gars qui se faisait mousser en découpant les carcasses, qui n'hésitait pas à faire des petites remarques misogynes au gré de la découpe. Enfin, c'était tout de même assez choquant de voir que tout cela existait, et j'ai pas voulu laisser passer ce genre de phrase. Donc ma réaction, ça a été d'aller voir la responsable de la formation et dire mais c'est pas possible. En fait, on peut pas... moi je suis une femme déjà, je suis plus petite que les autres, je connais pas ce métier, je suis venue pour l'apprendre, et en fait là je n'ose plus lever mon couteau, je n'ose plus rien faire, parce que dès que je fais quelque chose, je me retrouve rabaissée. Et même juste le fait d'écouter, d'entendre des blagues misogynes, désolée mais ça me glace. On n'en est plus là, vraiment. Et j'ai cette chance, à part cette petite expérience-là qui était assez spéciale, d'avoir été très très bien accueillie de façon extrêmement bienveillante par les hommes et les femmes qui font de l'élevage, qui font de la boucherie, et qui ont bien compris qu'il fallait transcender le rapport homme-femme dans ces métiers où on est tellement peu nombreux à les exercer, tellement peu nombreux, qu'on a intérêt à être tous côte à côte dans le respect l'un de l'autre et dans le partage de ses savoir-faire.
Ça, c'est fondamental et c'est bien partagé à la campagne. Pour tous les deux, là, vous avez quel âge ? 32 ans. 32 ans. Vous avez été élevé dans l'idée de la concurrence. Depuis tout petit, il faut être le meilleur à l'école, il faut être le meilleur au sport, il faut être le meilleur d'une façon générale, le plus beau et tout ça. Comment on pense l'entraide quand on a été fabriqué rien qu'avec de la concurrence ? C'est pas évident au premier abord. En plus, moi, quand je suis arrivée à la campagne, je revenais d'Angleterre. Donc là, le paroxysme de la société libérale, du chacun pour soi et de l'individualisme. Donc j'ai eu du mal à quitter ces habitudes-là, je l'avoue. Et la vie rurale m'a beaucoup apporté en me faisant comprendre, surtout là dans notre métier agricole, qu'on avait vraiment fondamentalement besoin les uns des autres. Si on est tout seul en agricole, on ne va pas s'en sortir, ne serait-ce que pour un problème technique, pour un problème de tracteur, on a toujours besoin d'aller voir les voisins. Ça peut être des voisins qui sont en conventionnel depuis hyper longtemps, avec qui on va peut-être pas être d'accord sur certaines choses, mais en fait, c'est la campagne, on a tous besoin de se serrer les coudes et l'entraide est absolument fondamentale. Mais ça prend vraiment du temps, du travail sur soi pour se débarrasser de ces vieux habits, je trouve, d'individualisme. Ouais, c'est clair, je pense qu'on est de plus en plus là, de notre génération, donc on a 32 ans, à aller rechercher du collectif dans nos vies. Donc toi, tu étais sur un collectif fermier, moi j'ai vécu dans un collectif donc plutôt d'habitat. Enfin, moi je sais que je suis solastalgique, c'est-à-dire que j'ai de l'éco-anxiété assez souvent, et en fait, je pense que la solution à ça, c'est d'aller vers du collectif et de la coopération, en se disant que c'est des réflexes et des attitudes qui apportent une réponse qui est beaucoup plus satisfaisante que la compétition, qui nous mène finalement à un aveuglement, quoi. Et du coup, on se dit, ok, collectif, il faut aller vers le collectif, mais c'est vrai qu'on a toujours le logiciel ancien qui est installé. À quel moment tu te dis, toi, parce que Noémie, j'ai compris, mais toi, à quel moment tu te dis, tiens, peut-être que le collectif, c'est une autre solution ? C'est au moment où je me dis, je m'installe à la campagne, m'installer tout seul, en fait, ça va être d'une part socialement assez pauvre, parce que peut-être que je vais m'ennuyer, peut-être que je vais pas trouver l'amour, peut-être que voilà, en fait, être avec des autres, déjà, ça va être socialement, je vais être plus épanoui. Au niveau du boulot, on se répartit les choses, on mutualise. Au niveau économique, on fait des économies, ça coûte moins cher. Enfin, c'est des questions très triviales, mais en fait, dans le collectif, il y a des choses formidables. Alors c'est un mode de vie, certes, qui est, quand on a le logiciel individualiste, qui est aussi plus difficile, quoi. Il y a des moments où ça coince. Moi, pour le coup, avant de m'installer en collectif, j'ai toujours plus ou moins voté avec mes pieds, c'est-à-dire que quand il y avait un problème, je partais. Mais donc, du coup, ça demande vachement plus de travail sur soi. Mais voilà, c'est un système, un chemin qui est peut-être plus sinueux, mais qui est plus riche aussi, quoi. Et donc, il y a un moment, est-ce que dans la vie, on a toujours envie de choisir la facilité, ou est-ce qu'on se dit, bah non, tiens, on va prendre le sentier qui monte un peu plus, là, mais il paraît que la vue d'en haut, elle est jolie. Faut pas se cacher l'évidence, ce qui fait la beauté de chacune de nos journées, là, que ce soit à la campagne ou en ville, c'est le lien humain, en fait. C'est ce lien très riche qu'on va nouer avec les autres, qu'on va tisser avec les autres. Et ça, nécessairement, à la campagne où notre quotidien va être fait de travail et de confrontation à la nature, il est plus qu'ailleurs, je pense, indispensable. Et c'est ce lien humain qui nous permet de travailler joyeusement la nature, de remettre cette composante de joie dans ce travail qui sinon peut être particulièrement dur. Ouais, et le contre-exemple, c'est peut-être le suicide des agriculteurs, parce que c'est une population je crois que c'est la première catégorie socio-professionnelle impactée par le suicide, ouais. Par le suicide, ouais. Et je pense que les agriculteurs qui se suicident, c'est des gens qui se retrouvent isolés. Et en fait, ils sont isolés parce que justement, on est sorti de ces schémas collectifs qui étaient propres à la paysannerie, de faire les moissons ensemble, de faire des fêtes rurales, etc., d'avoir en fait ce collectif qui nous tient, qui nous soulage au quotidien. Et en fait, là, de se retrouver, parce qu'on a des exploitations qui sont énormes, aujourd'hui tout est très mécanisé et tout ça, on a des gens qui se retrouvent finalement assez seuls dans leur ferme. Et je pense que c'est là que ça flanche. Isolés, endettés, ouais, absolument. Comment ont réagi vos parents, vos amis, quand vous avez décidé de prendre la poudre d'escampette ?
C'est une bonne question. Je me souviens très bien de la réaction de ma mère, parce que mon père, lui, a grandi dans une ferme, donc la ferme, ça lui semble être un milieu tout à fait palpitant, où il va se passer plein de choses et autres. Mais ma mère, elle n'est pas du tout de ce milieu-là. Et quand je lui ai dit que je voulais aller essayer la vie dans des fermes, elle s'est un peu figée, elle m'a dit « mais quel gâchis !» et elle est partie se coucher. Et le lendemain, elle est revenue, elle m'a dit « non, mais c'est bon, j'ai réfléchi, en fait, si c'est à la campagne, que tu t'épanouis et surtout que tu retrouves la santé, eh bien, c'est bon. C'est d'accord, je te soutiendrai. » Mais son premier réflexe, ça avait été de dire quel gâchis, après toutes ses études et après une carrière qui aurait pu être prometteuse selon ses critères à elle. Et à chaque fois que ma mère me voit, elle me demande si j'ai besoin d'argent. Mais ça va mieux là, elle commence à intégrer le fait que j'ai choisi autre chose. Et je pense qu'ils l'acceptent bien, globalement. Eux ne feraient pas du tout les mêmes choix, mais ils l'acceptent bien. Plutôt nourrir ? Ah oui, plutôt nourrir. Produire, j'ai plus envie. Pas produire comme une damnée, ça c'est pas possible, mais plutôt nourrir. Vous avez aimé ce podcast ? Faites-le savoir. Vous venez d'écouter Dans quelle étagère ? Le podcast du vivant. Merci. Vous êtes sur Terra Focus, la chaîne de podcast d'Hortus Focus, le vivant d'abord. Jardin, transition, patrimoine. Vous souhaitez vous tenir au courant de nos nouveaux épisodes ? Abonnez-vous à Brin d'Info, notre newsletter, sur hortus-focus.fr.